Et donc, c'est Pascal Ducot, dont je vous ai parlé ce matin, qui donc préside cette séance. Et donc, je lui laisse toute la parole. Merci. Je voudrais à mon tour remercier tous les membres de l'Institut des sciences de la famille, Valérie Hérault, bien sûr, j'ai remercié tout particulièrement de sa délicatesse en mon égard. Et puis, bien évidemment, donc Fabrice Bleu, Marion Wagner, mais aussi Daniel Gouder, Delphine Dabi, et surtout toutes les assistantes qui ont permis en fait que tout se déroule très parfaitement. Nous allons donc cet après-midi travailler sur la question de la réparation. Et je voudrais commencer en quelques mots en disant que ce matin, en écoutant mesdames Marion Forman, Valérie Andanson et Mireille Junaret rapporter les témoignages d'anciens enfants de la Creuse et mentionner en particulier les violences avant le départ, l'enlèvement de certains d'eux, une dame est passée à pris mon petit frère, la séparation de la fratrie, l'interrogation sur les origines, mais aussi les maltraitances dans les familles d'adoption, le travail 7 jours sur 7 en étant battu tous les jours. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y aurait aujourd'hui, face à de tels faits, de nombreux recours en réparation. Et le plus efficace, je pense, serait sans doute la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme pour violation d'au moins 3 articles de la Convention. D'abord l'article 8 sur le droit au respect de la vie familiale. Et je pense à ceux qui vivaient avec leurs parents. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme, dans plusieurs arrêts importants, rendus en 2006 et 2007, a précisé qu'aucune justification d'ordre économique liée à la précarité ou à la pauvreté des parents ne serait net admissible pour la séparation. Et je cite en particulier donc, cet arrêt qui était rendu contre la République tchèque, la Vala, en 2006, le fait qu'un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu'on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques. Le déplacement de l'enfant ne peut être ainsi fondé sur une carence matérielle des parents. Celle-ci doit au contraire être compensée par des moyens autres que la séparation de la famille. Et ensuite, il serait bien évidemment possible d'invoquer le traitement inhumain, tous les exemples que nous avons vus qui résultent de la violation de l'article 3, et enfin, pour ceux qui auraient été victimes d'exploitation, je pense à l'exploitation dans les fermes, là encore, chaque cas devant être étudié individuellement, il y aurait peut-être la possibilité d'évoquer le travail forcé, voire la servitude. C'est l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et j'ai appris que plusieurs avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme, déjà, mais que leur requête avait été déclarée irrecevable, car les faits évoqués étaient antérieurs à la date d'admission du recours individuel par la France, c'est-à-dire 1981. Ces décisions d'irrecevabilité ont été rendues, semble-t-il, entre 2008 et 2010. Or, il se trouve, et je voulais donc simplement le signaler, qu'en 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt exceptionnel, faisant preuve d'une grande souplesse pour lutter contre l'impunité. Et cet arrêt, c'est l'arrêt Mocanu et autres contre la Roumanie, 17 septembre 2014, alors que l'État roumain, justement, contestait devant la Cour en disant que les faits ne pouvaient pas être relevés de la compétence de la Cour, puisqu'ils s'étaient déroulés en 1990, alors que la Roumanie n'avait effectivement, ou que la Convention européenne des droits de l'homme, n'était entrée en vigueur en Roumanie qu'en 1994. Eh bien, la Cour va pourtant affirmer sa compétence et elle dira l'obligation procédurale de mener une enquête effective s'impose à l'État en cas d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique, quand bien même les faits se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la Convention, à condition que ces faits soient très graves. Et elle ajoute, je cite encore, le fait générateur et l'entrée en vigueur de la Convention doivent être séparés par un laps de temps relativement court qui, en tout état de cause, ne saurait dépasser 10 ans. Donc, si on fait le calcul rapide, je l'ai fait
je me disais que, bon, si la date effectivement normale pour déposer les recours reprend en compte la date de 1981, eh bien, les faits qui se sont produits entre 1971 et, vous disiez ce matin, 1984, pourraient éventuellement, en fonction de cet arrêt, être pris en compte aujourd'hui par la Cour. Mais il faut démontrer que ce sont des faits très graves et que ce soit conçu comme tel. Pour ma part, je pense que ce sont des faits très graves. Je jette en fait cette possibilité et je me dis que tout de même, ça vaut le coup d'être tenté. Alors, à défaut, d'autres possibilités de réparation sont prévues et nous avons avec nous deux grands spécialistes que je remercie. Laurent Servet, qui est professeur agrégé depuis 1996, qui a été professeur à La Réunion, qui est aujourd'hui professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et qui est spécialisé en droit international des droits de l'homme, droit des minorités, droit humanitaire. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Alors, votre thèse sur la Convention européenne des droits de l'homme et le contentieux administratif français, mais aussi l'ouvrage sur le droit de la propriété et la Convention européenne des droits de l'homme à Strasbourg, et une anthropologie juridique des droits de l'homme, les chemins de l'océan Indien, qui a été publié aux éditions des Archives contemporaines en 2009. Vous avez dirigé également plusieurs publications, Droit et démocratie en Afrique du Sud, publié chez l'Argentin en 2001, et Peuples autochtones, regard pacifique, aux presses électroniques de la Maison de la Mélanésie. Et vous avez accepté d'intervenir sur le thème la justice transitionnelle, perspective internationale et comparée. Et nous vous remercions vivement de votre intervention. Merci Madame la Présidente, merci pour cette introduction. Je voudrais tout d'abord dire combien je suis heureux d'être parmi vous. Je voudrais remercier bien sûr Valérie Aubeau pour son invitation, également Philippe Vital avec qui j'ai travaillé récemment. Et puis je voudrais saluer ma présidente, parce que quand j'étais jeune étudiant, j'avais en face de moi un ouvrage qui s'intitulait La Convention européenne des droits de l'homme et l'enfant. Nous étions en 89-90 et j'étais appelé à délivrer le numéro suivant du Conseil de l'Europe, un petit opuscule. Donc nous avons un lien tous les deux. Et c'est la première fois que je vous rencontre, Pascal. Je suis vraiment très très heureux de cela. J'ai été prof à La Réunion pendant très longtemps, pendant 18 ans. À la fac, très bien, côtoyant la société réunionnaise, mais étant un métro, d'oreilles. Un de mes fils est né là-bas, et je voudrais rebondir sur les propos qui ont pu être tenus ce matin. Est-ce qu'on parlait beaucoup de la question des enfants de la Creuse? Non. De façon anecdotique, oui, je sentais bien. Il y avait là quelque chose de très intéressant, mais parmi 1000 autres préoccupations différentes, parfois contradictoires, eh bien le temps n'était pas pris pour aller plus loin. Sud-Est, dont on a beaucoup parlé ce matin, évidemment, porter la chose au sein de notre communauté d'enseignants-chercheurs, mais lui aussi, entre autres, une chose, et dont la fameuse route de l'esclavage, auquel j'ai participé, parce que j'étais vice-président de l'université. J'ai eu la chance d'accompagner ce travail fait au sein de l'UNESCO sur les routes de l'esclavage dans l'océan Indien, au Mozambique, à Maurice, en Inde, au Comores. C'était super qui donnait à voir cela avec l'enthousiasme qui le caractérisait. Alors ce matin, beaucoup de choses ont été dites, très intéressantes. J'ose le dire, et je le dis avec beaucoup d'humilité, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé les témoignages qui ont été donnés. Et ce qui me paraît très important, c'est la conciliation qui se fait entre une approche que l'on essaie de rationalisation d'une question, mais aussi une approche par le cœur, parce que nous ne pouvons pas, malheureusement, c'est ce que doivent avoir les politiques publiques. Nous ne pouvons pas faire une approche, excusez-moi le terme, mais un peu fort et un peu violent, technocratique.
pas avoir que les perspectives de ce titre. Alors la perspective que je vais vous présenter vient du droit international, mais aussi du droit comparé. Ce sera une perspective de juriste pour interroger le cas traitement en politique publique des enfants de la Creuse et essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que le travail qui a été fait par la commission, qui nous a été présentée ce matin, cette instruction de la transplantation, est-ce que ça correspond à un exercice de justice transitionnelle? Est-ce que l'on peut dire que nous sommes, et c'est pas du tout être dans les clous, être en dehors, à chaque expérience de vérité institutionnelle vient de s'affirmer, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est dans les, disons, paradigmes où les grands éléments clés définissent la justice transitionnelle? Alors tout de suite, et je m'excuse si je suis un peu brutal, je dirais que j'en doute beaucoup. Je pense, non pas que non, et d'ailleurs c'est dans le débat et ça doit être discuté, mais que si on dit que c'est un exercice de justice transitionnelle, il faut le faire avec énormément de réserve. Évidemment, cela ne remet absolument pas en cause ni l'ampleur du traumatisme individuel, ni non plus du traumatisme collectif. Et il ne s'agit pas de parler de cela, mais il s'agit, puisque c'était ce qu'on a entendu en fin de journée, de voir comment le droit de matinée, comment le droit peut aider éventuellement, partiellement, incommodément, à donner quelques éléments de solution. Moi, ce qui me frappe, qui a été redit à plusieurs reprises, et c'est ce qui me frappe aussi en tant qu'en expérience de vie à La Réunion, c'est la faible, voire très faible appropriation populaire de la question à La Réunion. Pourquoi donc cette question qui est centrale, et on a entendu encore, la stérilisation des femmes, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? Quelle est la raison qui fait que, non pas en métropole, mais ici, il n'y a pas plus d'appropriation populaire? Et cette question, elle n'est pas simplement, comment dire, comme ça en l'air, mais s'il n'y a pas d'appropriation populaire, je crois qu'un processus dit de justice traditionnelle, il n'a pas cours, il n'a pas lieu, ça ne marche pas. Je ne sais pas si on peut aller plus loin, mais vous donner des éléments de réponse. Qu'est-ce que ça veut dire sur le peuple réunionnais, sur la population réunionnaise, sa capacité de résilience, sa capacité d'encaissement, sa capacité de verbalisation des souffrances, voilà, son degré de maturité par rapport aux événements et le rattrapage de cette population, de ce peuple réunionnais, peu importe, les termes qu'on utilise ne sont pas neutres, peu importe que l'on soit ou pour la population ou pour le peuple, qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce que c'est un débat? Et s'il n'y a pas de débat, quelle justice transitionnelle possible? Quelque part aucune. Lorsque j'étais à l'Université de La Réunion, je sentais bien qu'il y avait à faire ce colloque-là, là-bas, et on ne l'a pas fait. Il ne me semble pas non plus que, depuis que je n'y suis plus, les esprits se soient intéressés. Est-ce qu'on en a peur? Est-ce que c'est un tabou? Est-ce qu'on peut en parler? Et en même temps, le corps enseignant de l'Université de La Réunion, il est composite, il est mixte. Il y a des métros, ça dépend selon les facs, évidemment, l'ampleur, mais on peut s'approprier cette question. Il n'y a pas d'interdit au niveau universitaire, pourtant, il n'y a pas de permission qui se fait. Et alors, on se dit, est-ce que cette question apparaît comme essentielle ou non essentielle pour une question en sociologie qui est celle, comment est-ce qu'une société opère et comment est-ce qu'elle se reproduit? Est-ce que la question de la migration a mis en cause les bases de l'opération de la société et de sa reproduction? Eh bien, ce n'est pas évident. Mais alors, quelle réparation? Dans ces cas-là, quelle réparation? Bon, ça
C'est la première remarque qui me vient à l'esprit, l'appropriation réunionnaise, sachant que la population réunionnaise est extrêmement complexe, ça a été dit très bien ce matin avec les travaux de Jean Benoît, mais que ce que constatait Jean Benoît en 1974 est encore, si j'ose dire, plus vrai. Je fais beaucoup d'études sur l'islam de la Réunion en ce moment, et les populations musulmanes de la Réunion, c'est encore tout un autre monde, sur les sunnites, les chiites, les colombiens chafiites, les sunnites d'origine indo-réunionnaise, enfin indienne, pakistanaise, etc. Bon, bref, c'est encore tout un univers, la complexité. Bon, deuxième interrogation qui m'est parvenue immédiatement, c'est mais quel est donc, excusez-moi si je choque les personnes, quel est donc ce travail qui a été demandé par le ministère de l'Outre-mer et qui met en place une commission dite commission provisoire d'information et de recherche historique. Qu'est-ce que ça veut dire une commission provisoire? Je suis publiciste, je ne peux pas dire que je sois spécialisé sur l'action publique, mais enfin quand même à Sciences Po, on ne fait que ça, commission provisoire. Moi, c'est le signe que l'État est absolument pas engagé. Et on se dit, finalement, l'État soit n'aurait plus rien fait, donc là, on ne parle pas de la question, et tant pis, va evictis, c'est comme ça, ou bien on va beaucoup plus loin. Je ne suis pas d'ailleurs convaincu qu'une commission provisoire, je parle en termes de politique publique, finalement, fasse des recommandations. Sur quelle base va-t-elle faire des recommandations si elle est commission provisoire et d'information Bref, l'attitude de l'État ici me semble poser d'évidents problèmes de savoir où est-ce qu'il veut placer le curseur. Et puis, j'y reviendrai, les recommandations, la portée recommandatoire qui est faite par les commission, qu'est-ce qu'il en fait? Philippe est un sociologue, Axel est un enseignant, Prosper est un enseignant, bon, voilà. Qu'est-ce que ces hommes et ces femmes politiques qui sont aux commandes vont faire de ces recommandations? Rien. C'est évident. C'est un autre monde qui parle à la politique et ils ont d'autres logiques complètement différentes. Donc la question se pose de quelle politique publique parle-t-on? Quelle politique publique veut-on mettre en œuvre en installant dès le début, en initialisant le processus dit de commission provisoire? Bon, qu'est-ce que c'est maintenant, après l'introduction de ces termes, concernant la place de l'État et l'appropriation populaire? Qu'est-ce qu'on entend par justice transitionnelle? Je commencerai par ce que n'est pas la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ce n'est pas la justice de droit commun, la justice de tous les jours. La justice de tous les jours, elle est administrative, elle est civile, elle est pénale, et fondamentalement, elle passe par la résolution d'un cas en justice, d'un cas individuel en justice. C'est un problème avec l'État, avec un tiers, d'ordre criminel, pénal, délictuel, etc. Et on demande le rétablissement d'une situation individuelle. Alors que la justice dite transitionnelle, elle est globale. Elle est globale. Elle vise à répondre à une situation globale. Et là, on n'est pas loin du traitement auquel nous sommes ici confrontés. Et puis, la justice de droit commun, elle insiste, en tout cas en matière pénale, sur la peine. La justice transitionnelle, plus sur la vérité. Mais l'un n'est absolument pas compatible, bien sûr, avec l'autre. La justice transitionnelle, ce n'est pas non plus la justice d'exception. La justice d'exception, c'est une justice qui doit aller vite et avec la célérité, elle ampute certaines des garanties de justice. Et on se souvient peut-être que le Conseil d'État faisait face au général de Gaulle au moment des événements de la guerre d'Algérie et qui demande le d'arrêt, qui horripile, qui exaspère le général, qui est
le grand arrêt du Conseil d'État, l'arrêt Canal, parce qu'on dit que la façon de juger en Afrique, ça ne va pas. Et le Conseil d'État se fait donc en face de lui, un opposant de première classe, le général, on dit pas non au général. La justice transitionnelle, ce n'est pas non plus l'amnistie, même s'il peut y avoir une dimension d'amnistie, mais l'amnistie, comme les anglo-saxons la qualifient, la blanquette amnistie, blanquette, la couverture, celle qui met sur les situations une couverture générale, on n'en parle plus, on ferme les yeux, on ne fait rien d'autre chose que de dire, voilà, il faut qu'on regarde devant, et le passé est trop difficile, trop complexe, trop douloureux, et puis politiquement ça remet en cause quand même un certain nombre de personnes qui sont bien placées. Bref, voilà ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle est, on peut trouver des éléments de réponse dans un rapport qui est rendu, donc là je saute au niveau des Nations Unies, un rapport qui est rendu par le secrétaire général des Nations Unies de l'époque, le premier, voilà, qui met un cadre, et qui explique donc en 2004, c'est un rapport de 2004 qui explique que par justice transitionnelle, on entend, je cite, un éventail complet de divers processus et mécanismes, donc super général, divers processus et mécanismes, c'est pas la même littérature, qui sont mis en œuvre par une société pour tenter de faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d'établir les responsabilités, en vue de mettre en place une justice, rendre une justice et permettre une réconciliation. Réparer parce qu'il y a besoin de réconciliation. Nous sommes en 2004 et il y a un peu partout, notamment le continent africain, tout un ensemble de commissions modernes de réconciliation, celle de l'Afrique du Sud, notre voisin renommé, celle de l'Afrique du Sud est un phare, commission, vérité et réconciliation. Bon, nous sommes en 2004. En 2011, le Haut Commissariat aux droits de l'homme crée les charges de rapporteur spécial. Rapporteur spécial, c'est une personne qui a pour fonction d'étudier, de vulgariser, de populariser, de faire connaître, dans le cadre de son mandat, une question, une grande question. Et donc il y a un rapporteur spécial sur la question de la justice transitionnelle, bien. Et depuis 2011, il y a eu 2 rapporteurs spéciaux qui viennent pour le premier d'entre eux de la Colombie et l'actuel de l'Argentine, des pays qui ont été traversés par cette question de justice transitionnelle. Bref, en 2012, la clé pour le sujet, le premier rapporteur spécial colombien établit pour lui les éléments constitutifs de la justice transitionnelle. Il dit que cette justice transitionnelle, elle comporte 4 éléments. Le premier, c'est de faire la vérité. Ce que vous avez fait, ou essayez de faire, ce que doit faire une instance dans la mesure de ses moyens, des réactions, etc. Établir les faits. Et ça, c'est plus large qu'un travail de juge. Oui, bien sûr, le juge fait cela, avec la preuve, la preuve, avec des méthodes de preuve, etc. Mais c'est beaucoup plus large. Dans la vérité historique, sociologique. Deuxième élément constitutif, rendre la justice, permettre la justice, c'est-à-dire établir les responsabilités, une fois les faits, dire un tel a fait ceci, un tel n'a pas fait cela, et voilà, de dire. Troisième élément constitutif, réparer. On y est. Il faut réparer. On ne va pas laisser une situation aussi grave, puisque nous sommes dans le domaine des violations massives. Nous sommes souvent, quasiment la plupart du temps, devant une période transitionnelle, après une période politique autoritaire, et on veut passer à la démocratie, on veut passer à autre chose. Il faut réparer. Les réparations sont de toutes sortes, elles peuvent être symboliques, bien évidemment,
éventuellement financière, toute une population indemnisée, donc c'est quand même complexe. Les mesures de réparation peuvent être très larges. Et puis, dans la justice transitionnelle, il y a un dernier élément, c'est l'engagement, cette fois-ci prospectif et non pas rétrospectif. L'engagement de non-répétition de l'illicite, de non-répétition. On s'engage à ne plus jamais ça. C'est ce qu'on a entendu ce matin, d'ailleurs, plus jamais ça. Mais c'est pas simplement déclaratif, c'est constitutif d'une politique publique. Voilà, des éléments qui expliquent que ça ne sera plus jamais ça. La garantie contre la non-répétition. Dans le rapport de 2012, le rapporteur colombien explique que, voilà, la justice transitionnelle, on est au début des éléments d'énonciation, la justice transitionnelle doit reposer sur une approche globale et non pas disjointe ou séparée. Là, je vois un élément qui nous explique que ce n'est pas la justice de droit commun, c'est du global, c'est de la spécifique. Bon, voilà très brièvement quelques éléments de présentation 2004-2012. Je passe maintenant au dernier élément de ma démonstration sur qu'est-ce qui se fait dans l'océan Indien chez nos voisins, à Maurice et à Madagascar, justement en termes de justice transitionnelle. Qu'est-ce que nous apporte comme regard comparé deux expériences récentes de justice transitionnelle? Maurice, pour commencer. En 2008, une loi est adoptée, elle est en anglais, mais tout à fait accessible. Une loi est adoptée, elle entre en vigueur le 1er février 2009 et elle met en place, c'est une collègue très formidable qui la dirige, Vijaya Tibok, que je connais très bien, l'ancienne doyenne, historienne de la fac de lettres de l'Université de Maurice, qui met en place une commission vérité et justice. La loi, je m'en suis fondamentalement devant la loi, décrit 4 fonctions. Que doit faire la commission mauricienne? 1. Conduire des enquêtes sur l'esclavage et l'engagisme. Faire donc la lumière sur ces deux phénomènes de la période coloniale mauricienne. Deuxièmement, établir, c'est-à-dire, c'est la traduction, c'est plutôt suggérer des mesures de réparation. Troisièmement, très intéressant, demande à la commission mauricienne de recevoir des plaintes. De recevoir des plaintes qui seraient en relation avec des dépossessions de terre, des prescriptions de terre, pour les personnes qui auraient un intérêt à un terrain immobilier, donc à Maurice. Voilà. Et essayer de donner des éléments. Vijaya avait compté notamment sur les questions de plainte à Rodrigue, l'île Rodrigue, magnifique Rodrigue, où aussi il y a eu ces phénomènes donc, de dépossession, on peut dire aujourd'hui, mais on parle d'aujourd'hui pour le passé, illicite de terre. Et enfin, là vous avez été franchement battu, présenter un rapport, 3000 pages de rapport. 691 pages, ce n'est pas compliqué. 3000 pages de rapport. 3000 pages de rapport, je reviens dans un instant. Un point qui m'a semblé intéressant dans la loi, il y en a deux, donc qui met en place cette commission justice et vérité. Le premier, c'est est-on appelé à délivrer un témoignage qu'on est obligé de venir sous obligations, on est obligé de venir sous contrainte de la Cour suprême de Maurice. On ne peut pas se défiler au témoignage, dit la loi. Deuxième élément très intéressant, les membres de la commission ne peuvent en aucune façon faire l'objet d'une poursuite en responsabilité civile ou pénale. Donc il y a une immunité d'action fonctionnelle pour le travail qu'ils font. Il s'agit de leur donner un statut protecteur parce que, évidemment, ce que vous avez dit ce matin sur l'absence de financement, etc., ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une condition de travail acceptable. Il n'est pas acceptable qu'il n'y ait rien
sur l'immunité fonctionnelle des membres de la commission. Ce n'est pas vrai, de laisser régler ça par le droit commun, de ne pas le dire. Je pense que c'est une omission volontaire, involontaire, je n'en sais rien, mais au bout de 3 ans, la commission mauricienne rend son rapport, 290 recommandations. 290 recommandations. Bref, du même ordre, même profil de la commission. Il y avait comme président, c'est intéressant, de la commission, il y avait Alex Cohen, décédé aujourd'hui, qui faisait partie de la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, qui venait donc valider et légitimer ce travail de justice transitionnelle à Maurice. Voilà, Bidjani très souvent, bien. Et 3000 pages, et on l'a entendu ce matin, et c'est tout à fait légitime, ben, comment on fait? Comment on fait pour appréhender le vocabulaire du droit, la logique du droit, la rigueur et la non-rigueur du droit, les tabous, voilà, 3000 pages. Le comité diocésain, vous savez que l'Église catholique est très présente à Maurice, elle s'investit tout de suite dans le rapport, elle est le relais de la commission, et elle fait un résumé, et en créole, et parce que c'est et en créole, et en français, etc. Parce que c'est aussi des langues qui sont couramment utilisées. Et elle situe ce travail de vulgarisation et popularisation en se référant à l'apôtre Jean, la vérité vous libère pour rendre libre. Merci Jean, l'Évangile, chapitre 8, verset 32. Bref, tout récemment, 290 recommandations, c'est-à-dire au mois d'avril 2019, le Mauricien, qui est l'équivalent du GIR dont on parlait, du quotidien dont on parlait, pose sur la table le débat à propos d'une promesse non exécutée, encore non exécutée. Tidjala dit qu'il n'y a eu aucune recommandation. Et à propos du Land Tribunal, le tribunal des terres, la juridiction des terres. Et voilà ce que dit, je trouve que c'est intéressant, je trouve ça sur Internet, pourquoi avoir enclenché tout un mécanisme en 2008, rapport en 2011, en 2019, par rapport à l'esclavage et l'engagisme, s'arrêter en si bon chemin, voilà, qui a donc intérêt à tirer les ficelles pour que ce nouveau pan de l'histoire coloniale ne soit pas connu. Et, ça c'est très intéressant, l'intégralité du rapport non publié. Il y a une partie, alors évidemment, ça alimente toutes les suspicions et ça alimente tous les mécontentements. Et c'est tout à fait légitime. Et là, il y a un rapport, on voit très bien, qui est que l'État enclenche quelque chose, il y a une loi, nous sommes devant une loi, là, c'est quand même pas rien, mais on s'arrête en chemin, et alors on pense qu'il y a des intérêts sous-jacents, ce qui est fort probable, mais quand on se bat, on ne peut poser que des non-convictions. Je passe maintenant à Madagascar, la grande île, que nous aimons tant, si mal gouvernée, malheureusement. Et il y a un mécanisme qui est mis en place dans un tout autre contexte, celui de la transition. La transition étant ici considérée comme le mandat Ravalomanana en 2002 jusqu'à la fin du président de la transition devenu, parce que bien sûr on n'en peut pas dire ça, René, pas de problème, pas de souci, l'actuel président Rafouli. Donc la période de référence de 2002 jusqu'en 2011. Et moi j'ai travaillé simplement sur la loi qui est publiée au journal officiel de 2017. Bref, cette loi de 2017, elle est relative, comme intitulée, à la réconciliation nationale. Bien, elle fait référence à la loi de 2011 précédente. Ce n'est pas la première loi, c'est la deuxième loi qui revient, qui alimente, qui complète.
Et elle se donne comme ambition, donc, de institutionnaliser le dialogue. Institutionnaliser le dialogue. Il faut qu'on passe par l'état pour ça. Institutionnaliser le dialogue, la tolérance, la solidarité, l'équité, dans une politique de vouloir vivre ensemble, se pardonner et avoir une vie politique sereine. La loi de 2017, elle donne des définitions de 4 termes qu'elle emprunte au droit international, qu'elle emprunte aux rapporteurs spéciaux. Elle définit ce qu'est la vérité, le pardon, l'amnistie, la réconciliation nationale. Elle fixe des missions, elle fixe des attributions. Les missions, c'est le général, les attributions, ce sont les compétences et les pouvoirs de la commission. Et parmi donc, les attributions, il y a la conduite, vous imaginez la charge de Sophie Malagasy, la conduite du processus de réconciliation, c'est énorme. La contribution à une atmosphère politique sereine. On demande à Philippe de participer à la politique sereine. Il a quand même une sacrée charge, un sacré sage sur ces écoles. Et faire des recommandations de façon à éviter les blocages politiques. Ce qu'on a identifié, donc, c'est la très mauvaise gouvernance comme creuset de la division. Et cela donne, comme cette fois-ci mission plus concrète, d'établir la vérité sur les violences et de lutter contre la culture de l'impunité. Ça fait vraiment beaucoup. Il y a dans la loi de 2017 un mélange d'amnistie et de mesures pénales. L'amnistie est possible si l'amnistie est possible si elle sert à la vérité, mais en même temps, elle ne doit pas empêcher toute forme de répression. Donc ce n'est pas une amnistie générale. Pour conclure, 3 remarques. Première remarque, c'est que je pense que, et je crois de plus en plus que le droit international et le droit comparé permettent, avec un recul, de comprendre ce que nous faisons dans une situation telle que celle-là, territoriale. Voilà. Ça veut dire que le monde est interconnecté, y compris dans ses concepts juridiques, dans sa façon de raisonner et finalement de conduire l'action publique. Deuxième élément donc c'est valide, je pense, comme démarche méthodologique. Deuxième élément de conclusion, la commission. La commission, elle ne peut pas, à elle seule, tout faire, c'est évident. Et je pense que c'est un travail d'initialisation qui est fait. On lui a demandé de faire des recherches sur la vérité historique, très bien, mais voilà, il y a tout l'action publique, il y a le moment de la décision, le travail de l'instruction. Après, il y a toutes les mesures. Je pense qu'à elle seule, même si elle fait des recommandations, tout à l'heure, Philippe, je disais, la ministre a fait quelque chose, mais nous nous avons prévenu. Bon, le temps politique n'est pas le temps de la science, enfin de la science. Est-ce qu'on est dans la science? Oui, on est dans la recherche, etc. Et si elle prend le relais, c'est très bien. Nous sommes devant une course relais et il faut que les pouvoirs publics et autres, le rôle des associations est très important, prennent le relais. Et enfin, la faute. Troisième et dernier élément de conclusion. Le président Macron nous dit que c'est une faute. La révolution de 2014 nous explique qu'il y a une responsabilité morale. Permettez-moi de donner, un peu didactique, la faute. Premier élément, la faute morale. Faute morale, ça veut dire qu'on est sur le terrain du bien et du pas bien. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur le champ de l'éthique, sur le champ de la déontologie, sur le champ du comportement. On n'est pas dans le domaine du droit, on n'est pas loin, parce que c'est quand même prescriptif. Il y a faute morale ou pas faute morale, mais quand on est sur le terrain d'une faute de nature morale, la réparation doit être de nature morale. Voilà. Et
Lorsque l'Assemblée nationale dit qu'il y a une responsabilité morale, oui, c'est un élément. C'est un élément de réparation de cette faute morale, mais je ne pense pas que ça soit suffisant. Ensuite, la faute, elle peut être politique. On parle de faute politique, on est ici dans le logique du droit constitutionnel, de la science politique, de l'action publique. Elle signifie que la personne qui est politiquement responsable de la faute, eh bien, doit cesser d'exercer le pouvoir. Et là, nous sommes dans des situations où ce que nous regardons, ce sont des temps passés. Donc ceux qui sont aux commandes, ceux qui étaient aux commandes, ne sont plus aux commandes par la force de l'âge, par la force du temps, etc. Donc demeure la faute juridique. Et c'est sur le terrain juridique, et c'est bien ce qui était dit par Valérie ce matin, c'est bien là, 14 novembre 2019, qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut travailler. Et les fautes de nature juridique, pour moi, il y en a trois grandes catégories. C'est très simple, parce que je dis la faute civile, il y a dommage civil, et on répare financièrement la plupart du temps, ou la remise en l'état des choses, mais la remise en l'état des choses, ce n'est pas possible. Donc la réparation de nature civile et financière, monétaire, bon, d'accord, très bien. Il a la faute administrative. La faute administrative, c'est la faute des services publics. Et donc il faut instruire avec tous les problèmes de prescription, avec tous les problèmes de preuve, etc. On revient à la justice droit commun. Quand on fait ça, le travail qu'on fait, c'est qu'on revient, on passe de la justice transitionnelle à la justice droit commun. Et la faute peut être administrative, et l'idée, c'est de mettre en cause, il y a en plus en administratif responsabilité pour faute et sans faute, de mettre en cause le fonctionnement des services publics, et notamment toute l'instruction qui est faite, et c'était vraiment très intéressant tout ce que vous avez dit ce matin, sur le fonctionnement des services publics sociaux, de l'aide sociale, la défense. Oui, ça aide finalement en retour les services publics sociaux à mieux fonctionner. Mais il faut quand même avaler la pilule et dire ce qui s'est fait avec des éléments de preuve. Et enfin, la faute est pénale. Et là, il s'agit de punir, de réprimer. Il s'agit, si ça passe par une amende, si ça passe par du monétaire, c'est une amende. C'est-à-dire ça doit faire mal. Bon, voilà. Punir, c'est aussi, mettre en prison, prendre des mesures répressives. Et c'est pas évident que ce soit le plus approprié. C'est pas évident que ces trois voies-là, qui sont les voies du droit commun, le civil, le pratique, le pénal, et c'est pour ça qu'on est arrivé à cette justice transitionnelle. Merci de votre attention. Un très grand merci pour cette étude comparée, voilà, qui nous ouvre aussi avec d'autres perspectives. Pour ma part, je ne connaissais pas cette loi de 2017 à la LSA. Merci. Et nous allons maintenant, vous l'avez dit, effectivement, ce qui est important aussi pour cette reconstruction, si on parle en fait du cadre de la justice transitionnelle, c'est également de reconstruire la mémoire. Et cette reconstruction de la mémoire, me semble-t-il, passe par le témoignage. Et nous avons donc la chance d'avoir avec nous cet après-midi également Elisabeth Conchioni-Séguet, qui est maître de conférence HDR, appliquée à la recherche, à l'Université Jean-Moulin III, qui est également directrice du Centre de droit pénal et qui a des activités internationales importantes, puisque vous êtes membre d'un groupe de travail international Argentine-Brésil-France, sur les questions de mémoire dans les périodes post-traumatiques. Voilà, et vous allez donc nous entretenir de cette question de la place du témoignage dans la construction de la mémoire. Je vous remercie. Je vous remercie également. Alors, je vais tout d'abord remercier très sincèrement Valérie Aubourg ainsi que Fabrice Toulieu, et puis peut-être aussi tous les membres de l'équipe que je connais moi. Et je vais remercier à un double titre, tout d'abord pour avoir organisé ce colloque, c'est un travail, un beau colloque sur un thème qui est finalement peu abordé par les juristes, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus,
Et puis, je vais les remercier effectivement pour m'avoir ensuite permis d'intervenir dans ce colloque. Alors, en réalité, lorsque Valérie Aubon m'a demandé, il y a déjà quelques mois, d'intervenir, de participer à cette journée d'études, j'ai pris un temps de réflexion, et ce pour une raison très simple, c'est celui de la légitimité. Je crois que quand on intervient dans un colloque, il faut avoir une légitimité. Et c'est vrai que le sujet, dans sa première lecture, peut paraître assez éloigné de mon champ de compétences, qui est, vous l'avez dit, le droit pénal, et plus spécialement le droit pénal international. Alors, bien que si on est en droit pénal international, il y a effectivement une certaine distance par rapport au sujet d'aujourd'hui. Mais le temps de réflexion que j'avais pris, et c'est toujours l'avantage d'un temps de réflexion, c'est qu'il m'a conduit à accepter cette proposition, et ce pour deux raisons essentielles qui vont constituer finalement les fondements un petit peu de mon intervention aujourd'hui. Mais vous l'avez compris, je m'en excuse, et j'espère que je me rapporte à un grand spécialiste de ce matin, c'est que je ne suis pas spécialiste de cette question, j'ai essayé de réfléchir avec, je dirais, mes compétences sur ce qui s'est passé effectivement à la Réunion. Alors pourquoi j'ai accepté? Première raison, vous l'avez dit, c'est que le thème des enfants déracinés, qui est axé aujourd'hui sur l'exemple des mineurs réunionnais, regroupe les recherches qui sont menées dans le cadre d'un réseau de recherche qui est international et interdisciplinaire. On a beaucoup insisté sur l'interdisciplinaire ce matin. Ce réseau de recherche est placé sous la responsabilité scientifique du professeur Hugues Fulchémont et est porté par l'Université de Lyon. Et effectivement, ce réseau porte, cette recherche porte sur le travail de mémoire des périodes post-traumatiques vécues dans certains États ou dans certaines régions. L'idée, c'est que ces périodes particulièrement troublées, là je fais référence à des conflits internationaux, internes, des dictatures, des guérillas, sont malheureusement toutes marquées par la survenance d'événements qui sont constitutifs de crimes particulièrement graves, qui vont alors être qualifiés de crimes de masse, et ce pour deux raisons: parce qu'il y a un nombre important de victimes, et parce que le contexte de ces actions menées délibérément, on va voir pourquoi c'est important, sont menées contre tel ou tel groupe de la population. Alors certes, les événements abordés aujourd'hui, aussi graves et douloureux soient-ils, il est bien évident que je ne remettrai pas ça en cause, ne revêtent ni la même nature, ni la même ampleur que les faits dont je fais état. Pour autant, il est paru intéressant de réfléchir sur cette période traumatique de l'histoire. Pourquoi? Une intervention à la faculté de Saint-Denis de la Réunion a été l'occasion de présenter ce réseau de recherche, et nous avons pu constater que certains enseignements méthodologiques qui ont été développés dans le cadre de ces travaux pouvaient être appliqués avec une certaine pertinence au cas des enfants de la Réunion. Je vais prendre deux exemples. Tout d'abord, la question du témoignage, sur lequel je reviendrai plus longuement, soulève systématiquement les mêmes questions quand on parle de mémoire. Quel témoignage, qui va témoigner, et qui va témoigner pour quelles conséquences? Quelle distance existe-t-il entre les faits et le témoignage qui va intervenir sur ces faits? Quelle distance existe-t-il temporaire entre les faits, le témoignage de ces faits et les réponses, et notamment les réponses juridiques ou non juridiques, c'est-à-dire éventuellement les procès? Et quelles sont les incidences de ce temps particulièrement long, qui est constant dans toutes ces affaires, sur les réponses apportées et notamment sur les actions en justice? Donc on voit bien que ces questions-là, elles se trouvent dans les domaines que nous étudions, mais elles se trouvent ici aussi. Je vais prendre un autre exemple, c'est la place et les attentes des victimes, puisqu'on parle de cela aujourd'hui. Les victimes, en réalité, sont-elles reconnues comme telles? Sont-elles des victimes avec un statut, ou sont-elles, leur action reste-t-elle de l'ordre du témoignage d'une personne qui vient témoigner de ce qu'elle a vécu? Mais est-ce que ça va plus loin? Qu'attendent les victimes des actions en justice qui seraient éventuellement engagées? Et puis, quel mode de réparation peut-on envisager face à des situations traumatiques qui renvoient, me semble-t-il, incontestablement à d'autres modalités de réparation que la réparation simplement financière? Je ne dis pas qu'il ne faut pas une réparation financière, mais tous ces exemples montrent qu'il faut penser autrement en matière de réparation. N'est-il pas question de reconnaissance officielle de ce qui s'est passé? N'est-il pas question de l'identification de responsables si responsables il y a? Faut-il des excuses de ces responsables? Faut-il un rétablissement, si tant est qu'il soit possible, de ce qui a été brisé? Et comment? Et ça, toutes ces questions se posent dans les affaires sur lesquelles nous travaillons, vous l'avez dit, France, Brésil, Argentine.
Ensuite, je vous ai dit, il y avait deux raisons. Deuxième raison, c'est que le sujet interpelle le droit pénal sur plusieurs aspects. Donc, ça explique effectivement que j'ai accepté puisque je suis pénaliste. Tout d'abord, le droit pénal est interpellé en ce qui concerne une éventuelle qualification pénale des faits. Et là, je vais insister parce qu'il s'agit vraiment d'une question essentielle qui semble d'ailleurs de surgir cette année en 2019, puisqu'on parle que certaines plaintes vont être déposées au regard notamment des éléments qui auraient été développés par la commission. Et je pense que ce matin, j'ai un petit peu compris par rapport éventuellement à des poursuites pour faux, puisqu'il y a eu certaines choses qui ont été mises en évidence. Donc je ne dis pas que vous avez mis en évidence des faux, mais vous avez mis en évidence qu'il y avait des problèmes sur certains documents. Et c'est pour ça qu'on serait aujourd'hui en train de parler à nouveau d'autres poursuites. Mais je rappellerai, et là je vais faire avec beaucoup de réserve, je ne voudrais pas que ça soit mal compris, qu'un fait, même s'il est moralement condamnable et qu'il peut entraîner d'autres formes de responsabilité, n'est pas systématiquement constitutif d'une infraction pénale et qui ne justifie pas systématiquement l'application d'une peine, notamment d'amende ou d'emprisonnement. Et il me semble que c'est ici qu'il y a un problème, c'est dans l'analyse des faits sur lesquels nous travaillons. Et je crois qu'il faut nettement distinguer, en tout cas en tant que pénaliste, je distinguerai nettement deux types de faits. Il y a des éventuels actes, enfin, il y a des actes de maltraitance, excusez-moi, des sévices, des agressions sexuelles qui ont été subies par certains mineurs déplacés et incontestablement, personne ne remettra en cause le fait qu'il s'agit d'infractions pénales. Ce sont des violences, ce sont des agressions sexuelles et donc ça peut fonder des actions pénales ou pénales individuelles par ces personnes qui ont été victimes contre les auteurs, on voit par exemple parce qu'ils ont été placés dans tel lieu et qu'on a abusé d'eux, avec toujours le problème de la prescription. Mais je pense que la dimension de notre problème, il est haute. C'est de savoir si le déplacement des enfants en lui-même, action menée sur plus de 20 ans dans le cadre d'une action politique sociale, est une infraction. Et sur ce point, je dirais que la démarche de qualification sur le plan pénal est incontestablement plus délicate. Est-ce que le fait d'avoir effectivement envoyé des enfants en métropole va constituer une infraction? Et c'est un problème complètement différent de ce qui s'est passé dans certains foyers. Et là, je trouve qu'il y a une confusion quand on lit un petit peu sur cette question. Alors, on va voir apparaître justement les notions de déportation, de transfert forcé d'enfants, qui ont été annoncées il y a quelques années. On sent quand même là l'ampleur des mots qui sont, la forme des mots qui sont utilisés. Et plus récemment, on voit apparaître, les mots de séquestration, enlèvement, faux, usage de faux. Alors, je dirais, et ça m'a rassuré ce matin quand même, parce qu'en travaillant sur le sujet, j'ai trouvé qu'il était très complexe. Il s'agit là d'un domaine très complexe pour plusieurs raisons. Alors, il y a des choses qui ont été dites ce matin qui me confortent, qui m'expliquent peut-être pourquoi j'ai du mal à comprendre. C'est que tout d'abord, la situation elle est très variée. Tous les enfants qui ont été envoyés à la Réunion ne relèvent pas du même modèle de déplacement et à ce moment-là, on ne peut pas raisonner de façon identique. Et c'est pour ça que ce matin, quand on a parlé du vol d'enfants, dans l'enlèvement d'enfants, on voit bien qu'il y a un problème par rapport, effectivement, à ce qui s'est passé. Ensuite, il faut toujours au pénal replacer une action dans son contexte. Pourquoi ces enfants ont été envoyés? Avec quelle finalité? Avec quelle intention? Puisqu'au pénal, il y a une intention particulière, notamment souvent qui est de nuire. Voilà. Et puis ensuite, qualifier les fautes pénales passe par le problème de l'application de la loi pénale dans le temps. Alors ça, je ne vais pas faire un cours là-dessus parce que c'est très compliqué. Ce que je veux dire aujourd'hui, certains disent, mais ça, vous voyez bien que c'est puni. Oui, c'est puni aujourd'hui. Mais il y a des cas où, à un moment donné, lorsque les faits sont commis, la loi ne permet pas leur répression. Et que, quand on a un temps très long, au moment où ils vont être jugés, on a l'impression d'avoir un arsenal répressif qui permet de condamner, mais cet arsenal répressif, il ne peut pas s'appliquer. Je vais prendre un exemple. On a aujourd'hui des dispositions dans le code pénal sur la traite des êtres humains, et on sait qu'il y en a certaines dispositions qui ont été prises pour lutter contre l'esclavage moderne, c'est-à-dire des personnes justement qui ont été placées dans des endroits où ils se travaillaient dans des conditions humaines dégradantes, et on voit bien qu'il y a eu ces cas-là. Mais la loi, elle date d'après les faits qui sont passés à la Réunion. Donc, si quelqu'un aujourd'hui prend le code pénal et dit, vous voyez bien que c'est puni, vous voyez bien aussi qu'il y a un problème d'application. Donc, c'est un domaine très complexe pour toutes les raisons que je vous ai données. Alors ensuite, le droit pénal, il est interpellé sur la question des poursuites pénales. J'ai trouvé qu'il y avait eu des plaintes au pénal qui ont été déposées par plusieurs mineurs, en même temps d'ailleurs que des actions qui ont été intentées devant les juges administratifs. Et ces plaintes, j'ai trouvé, mais je vais revenir là-dessus, n'auraient pas abouti, on parle beaucoup de la prescription. Mais j'utilise le conditionnel
professionnel, non pas que je remets en cause la réalité de ces actions, mais il y a très peu de choses, je dirais, de documents qui nous permettent, nous, juristes, de travailler sur ces dossiers, sur ces affaires. Je reviendrai tout à l'heure. Ensuite, le droit pénal est interpellé, on en a parlé il n'y a pas longtemps, sur la question de la responsabilité. La responsabilité peut toucher pénal, peut toucher aussi bien des personnes physiques que des personnes morales, mais pas l'État. Donc, quand on parle d'action en justice actuellement, il ne faut pas confondre les différentes actions. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté celles qui sont menées devant l'ordre administratif dont vous avez parlé, qui met en cause la responsabilité des services publics, et puis il y aurait des actions judiciaires, notamment celles qui pourraient être menées devant le juge pénal, qui statuerait en disant il y a une infraction, il y a un coupable, il y a une responsabilité pénale, et je condamne. Donc je trouve que effectivement c'est assez compliqué parce qu'il faut bien mettre des distances et des distinctions entre tout ça. Alors ce double rattachement, j'ai essayé de me dépêcher, va constituer les fondements de mon intervention. Et j'ai décidé de prendre une notion commune à la fois au champ de la mémoire et au champ pénal, c'est le témoignage. En effet, dès qu'on parle d'une situation traumatique, il doit être fait référence au témoignage. Il s'agit du témoignage de ceux qui s'estiment victimes des faits qui ont été commis ou de ceux qui viennent relater ces faits, le tiers qui vient expliquer certaines choses sur ces éléments. Donc, le témoignage, dans cette acception large, est un instrument privilégié en lui-même. Il va réparer parce qu'il va permettre de construire une certaine mémoire des éléments. Le témoignage donc mérite, à mon sens, d'être envisagé sous un double prisme. Le prisme tout d'abord de la révélation des événements, et se pose la question de la forme du témoignage. Le témoignage va permettre de révéler, et donc ensuite sous le prisme des réactions que ces révélations vont susciter, et donc on peut peut-être à ce moment-là attendre des réponses. Alors, forme du témoignage, tout d'abord, émergence des événements. Alors, dans une période traumatique, et je prends ici l'exemple des enfants réunionnais, eh bien, ces périodes, elles peuvent être révélées par des témoignages qui appartiennent à des champs disciplinaires très différents, littéraires, politiques, juridiques ou médiatiques. Mais au-delà de cette diversité, la chronologie de ces témoignages permet de voir si à un moment donné, ils se sont rencontrés, ils se sont complétés, ils se sont enrichis, au contraire, ils se sont heurtés. Est-ce que le témoignage juridique a heurté le témoignage littéraire, ou au contraire, est-ce qu'ils ont enrichi le discours qui a permis un procès? Alors, très vite, la nature du témoignage. Quand on parle de témoignage, notre travail dans le réseau Mémoria a permis de constater deux choses. Tout d'abord, quand on parle de témoignage, on peut parler d'un témoignage au sens juridique du terme, c'est-à-dire recueilli dans un cadre judiciaire ou parajudiciaire. Ce sera les grands procès. Et la Seconde Guerre mondiale nous a montré tous ces procès où les victimes venaient témoigner et ont construit la mémoire des événements, enfin une mémoire des événements. Ce peut être les commissions vérité et réconciliation où les victimes vont venir témoigner, et puis ce peut être les commissions parlementaires ou les commissions au sens large où effectivement la victime va témoigner, va être entendue. Et l'histoire des enfants de la Réunion illustre parfaitement cette pluralité. D'un côté, on a le récit ou des romans, on a des témoignages littéraires, mais on a aussi des témoignages qui vont être obtenus, développés dans le cadre d'action de justice ou devant la commission. Alors, partant de ce constat, est-ce que ces témoignages construisent la mémoire de ce qui s'est passé? Alors, deux choses très vite. Dans toutes les disciplines, les témoignages sont étudiés, mais chacun étudie le témoignage dans sa discipline, sans savoir quelle incidence il a eu. Par exemple, est-ce qu'un roman a déclenché un procès, parce qu'on a révélé quelque chose. Et puis surtout, on se rend compte que le témoignage n'occupe pas la même place dans la construction de la mémoire en fonction de la valeur qu'il a par rapport à celui à qui il est adressé. Je vais dire plus simplement les choses, c'est qu'un témoignage, manifestement, est perçu très très différemment quand il est formulé, émis dans le cadre d'un procès ou d'une action officielle. Je témoigne devant un juge, je témoigne devant une commission officielle, ou selon qu'il intervient dans une fiction qui a pour visée de raconter une histoire personnelle, réelle, mais qui reste un récit ou un roman. Alors,
À partir de là, je vais très vite, parce qu'on va retrouver les choses qu'on a vues ce matin, c'est que la question c'était de savoir finalement tous ces témoignages, est-ce qu'à un moment donné, ils se rejoignent, ils se recoupent ou ils se heurtent. Et c'est la chronologie des témoignages. Alors quand on parle de la chronologie des témoignages, on se rend compte qu'il y a un postulat de départ. Il y aurait un procès, donc si on prend l'exemple de l'enfant réunionnais, il pourrait y avoir un procès, nous dit-on, s'il y a un contexte sociopolitique qui permet que ce procès ait lieu. Et ce contexte, il peut lui-même être alimenté par différentes choses, notamment les romans, les récits, le domaine artistique qui va s'emparer des événements et les mettre au premier plan. Alors nous avons mis cette hypothèse à l'épreuve de la mémoire, parce que finalement, pour qu'il y ait un procès, il faut que d'autres s'emparent de l'événement et le portent à la connaissance dans d'autres domaines que le champ juridique. Et nous avons identifié deux situations. Dans certaines hypothèses, le témoignage de l'événement est effectivement d'abord émis dans le champ littéraire. Les victimes vont parler, mais pas devant le juge, elles vont parler dans un roman, dans un récit de ce qu'elles ont vécu. Et ensuite, ce témoignage va rentrer dans le champ juridique dans un temps soit très rapide, soit beaucoup plus lointain. Et puis, deuxième hypothèse, le témoignage peut être élaboré en même temps dans les deux champs, c'est-à-dire une personne va intégrer son témoignage dans un récit, dans un roman, et en même temps, il va y avoir des actions devant un juge ou éventuellement une action politique, par exemple l'édification d'un lieu de mémoire. Alors, j'allais vous développer cette chronologie, mais vous l'avez fait ce matin, et donc je ne vais pas le reprendre. On a vu que finalement, l'exemple des enfants réunionnais, pour notre postulat de réseau mémorial, est très très intéressant. Pendant X années, on ne dit rien, je répète, c'est caché, souterrain, clandestin. Et puis tout d'un coup, ça sort, 2002, mais 2002, alors moi qui ne connaissais pas, j'ai été éclairée ce matin, c'est que j'ai trouvé tout d'un coup des auteurs qui disent « Ah non, c'est pas 2002, c'est avant, il y a 2 temps précédents, mais qui n'ont pas pris dans l'espace public. » C'est-à-dire, on a dit ce qui se passait, on a dit qu'il y avait des trafics d'enfants, et rien ne s'est passé. Alors j'ai mieux compris ce matin pourquoi effectivement ça n'avait pas pris dans l'espace public, et effectivement je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit ce matin, c'est qu'en 2002, plusieurs articles vont intervenir, en même temps un enfant va témoigner, il va témoigner dans un livre, mais il va aussi porter son témoignage devant le juge, et là, effectivement, il y aura un retentissement médiatique important. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, les choses se déclenchent et qu'il va y avoir une série d'actions en justice. Mais sur ces actions en justice, j'essaie d'aller rapidement pour ne pas mettre en retard l'ensemble de la demi-journée, il y a incontestablement des actions en justice qui ont été menées, mais pour le juriste que je suis, force est de constater que tout cela est très flou. Et mis à part, et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, dans le rapport de la commission où vous faites un effort de nous dire qu'il y a une 50aine d'actions en justice, vous essayez de montrer les plus importantes, on reste, je dirais, en tant que juriste qui cherche la base de travail des documents, un peu sur notre fin. Et je dirais qu'il faut clarifier là aussi le discours qui est donné sur les actions en justice dans l'affaire des enfants réunionnais sur 3 points. Tout d'abord, il faut absolument distinguer selon la juridiction qui est saisie. Vous l'avez fait tout à l'heure, monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas confondre si on va devant le juge administratif pour demander que les services publics soient mis en cause, ou si on décide d'aller au judiciaire, et notamment au pénal, parce que manifestement les actions qui sont mentionnées sont des actions pénales, pour dire je veux faire établir que ce que j'ai vécu est une infraction, qu'il y a des responsables, auteurs, complices, et je veux qu'ils soient punis. Cela n'empêche pas la réparation, puisqu'une victime au pénal pourra obtenir la réparation, ça ne l'exclut pas. Et à l'extrême, ce qu'on nous dit souvent, mais dans notre système français, une victime qui veut qu'il y ait du pénal peut agir elle-même, déclencher les poursuites si le procureur ne veut pas déclencher les poursuites. Dire moi, je dis qu'il y a une infraction, je veux poursuivre et je déclenche les poursuites. Et ça suppose toujours, c'est ce que je vous dis, qu'il y ait une infraction. On ne va pas déclencher quelque chose s'il n'y a pas une infraction. Une seconde distinction qui doit être opérée, c'est qui agit. Alors là, c'est quelque chose aussi qui revient fréquemment dans les domaines que nous avons étudiés, qui sont très graves sur le plan international, c'est que les victimes agissent en général de 2 façons. Soit à titre individuel, elles vont exercer une action à titre individuel,
au pénal ou devant l'ordre administratif. C'est l'exemple de Jean-Jacques Martial qui en 2002 porte plainte contre l'État. Et on dit retentissement, pourquoi? Parce que c'est la première affaire en justice, ça s'inscrit là vraiment dans la mémoire, et parce qu'il va demander un montant d'indemnisation très très important. Mais, et ça c'est un mouvement qu'on voit apparaître en justice pénale internationale, puisque ce sont des faits qui touchent beaucoup de personnes, il va y avoir une action par des associations qui vont agir pour défendre l'intérêt collectif. C'est-à-dire pas dire c'est pas telle ou telle personne, moi j'agis au nom de toutes ces personnes qui ont subi un préjudice. Et on peut citer aussi des actions qui ont été développées en 2005, par exemple l'association des Réunions de la Creuse, qui ont signé l'État français devant le tribunal administratif. Une troisième distinction, et qui va permettre là aussi de passer à autre chose, c'est qu'il faut distinguer, quand on regarde les instruments en justice, le temps qu'il existe entre les faits, les témoignages et le procès. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, c'est que plus le temps est long, plus le procès va être en danger, si procès il peut y avoir. Alors, les actions en justice manifestement existent, elles ont été inventées dans une proximité temporelle assez marquée, et pourtant ces actions n'auraient pas abouti. Elles n'auraient pas abouti, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, on ne trouve pas beaucoup d'éléments d'explication sur le fait qu'elle n'ait pas abouti, on nous dit c'est la prescription. Souvent c'est la prescription. Ce que je veux dire pour un pénaliste, on me dit des victimes ont déposé plainte, certes, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette plainte? Soit carrément tout de suite la plainte a été classée sans suite, c'est-à-dire les autorités ont dit ce n'est pas de l'infraction, ce n'est pas une infraction, ou c'est prescrit, on ne fait rien. Ou il y a eu un procès, et à ce moment-là, je n'ai pas trouvé des documents qui m'expliquent les procès au final. Donc j'en ai déduit que peut-être les plaintes étaient restées au stade de plaintes déposées devant le procureur qui avait classé sans suite. Enfin, bon, on sait qu'après ce temps de réaction juridique, il y a eu un temps, vous l'avez très bien montré, de réaction politique, donc une autre forme de témoignage des événements, avec des commémorations, des stèles, etc., une commission. Et je me demandais, et d'ailleurs la commission montre bien qu'elle peut faire une préconisation à la fois en matière de réparation et de mémoire. Vous travaillez à la fois sur un travail de mémoire et de réparation. Et je me demande s'il n'y a pas un cinquième temps qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est que face à la déception, on revient à la juridique en se demandant si finalement il ne faudrait pas faire des actions en justice, puisque finalement ça ne bouge pas, alors qu'on nous avait dit que ça allait bouger sur le plan plus politique avec les résultats. Eh bien, toutes ces réponses, je vais assez rapidement, toutes ces réponses littéraires, juridiques, politiques, mettent en évidence l'impact du temps quand on est face à des affaires comme les enfants réunionnais de la Creuse. Le temps va jouer, et c'est ce que je vais voir dans un deuxième temps très rapide. Le temps du témoignage et les réponses aux événements. Alors, le juriste est habitué à travailler sur les incidences du temps qui s'écoule, notamment entre les événements, les faits, leurs connaissances et les réponses. Et l'écoulement du temps, malheureusement, peut empêcher une action en justice, notamment par de la prescription. Et ça revient de façon récurrente quand on lit les discours sur les affaires des enfants de la Réunion. Ça n'a pas abouti parce qu'il y avait prescription. Eh bien, je vais vous montrer très vite qu'effectivement, le droit peut être au service de l'oubli, mais que de temps en temps, le droit peut revenir au secours de la mémoire. Donc, très rapidement, tout d'abord, le droit, malheureusement, c'est comme ça, peut être utilisé au service de l'oubli. Et il y a dans ces périodes traumatiques deux instruments qui sont utilisés par le juriste pour essayer de dire ça s'arrête. C'est l'amnistie et c'est la prescription. Alors l'amnistie, vous en avez parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, on parle d'oubli, le pardon, on met quelque chose, on empêche. Je voudrais juste dire quelque chose que nous a enseigné nos travail dans des eaux mémoriales sur l'Argentine et le Brésil, c'est deux choses. C'est que les pays qui n'ont pas fait face à leur passé, c'est-à-dire qui sont restés dans les lois d'amnistie et qui n'ont rien fait, n'arrivent pas à se reconstruire, c'est évident. Et là, je relate les paroles universitaires avec qui je travaille, brésiliens, qui montrent que le Brésil ne peut pas se reconstruire parce qu'il n'a pas fait face à ce qui s'est passé. Mais, vision un peu plus positive, certains mécanismes, très curieusement d'ailleurs, ont permis dans certains pays de revenir sur l'amnistie, de dire non, on ne peut pas oublier, et c'est le cas de l'Argentine par des mécanismes que je ne reprendrai pas. Le second mécanisme, c'est l'écoulement du temps. Il est fréquemment cité dans le cas des enfants de la Réunion.
le temps va s'écouler et il va empêcher les actions en justice. On va notamment pas pouvoir poursuivre pénalement des personnes qui auraient commis peut-être des actes graves. Alors le mécanisme, je ne reviendrai pas non plus là-dessus, il est très discuté. La prescription n'est pas aimée dans son principe. Il n'est pas partagé par tous les pays. Les arguments qu'on donne en faveur de la prescription sont très critiqués. On dit que c'est les autorités qui n'ont pas fait ce qu'elles devaient faire au moment où elles devaient le faire, donc tant pis. On dit que les témoins ont oublié, on dit que les traces des faits ont disparu, et puis on dit surtout que pourquoi raviver un trouble qui s'est apaisé. C'est ça la prescription aussi, c'est de dire on arrête, c'est apaisé, on ne revient pas là-dessus. Et bien dans les pays qui consacrent le système de la prescription, notamment la France, au pénal, on se rend compte que plus le fait est grave, en revanche, et plus le délai de prescription va être long. Mais comme on a un temps très important entre le moment où les faits sont commis et le moment où les procès pourraient éventuellement intervenir, on se rend compte qu'on va opposer la prescription. C'est un discours un petit peu négatif, même très négatif, que le droit soit au service de l'oubli. Il peut s'expliquer dans certains cas. La prescription, moi je sais que je suis très critique par rapport au mécanisme de prescription, d'autant qu'après c'est souvent les juges qui décident un petit peu si c'est prescrit ou pas, en jouant sur des artifices juridiques. Mais on va voir quand même que par moment le droit revient au secours de la mémoire. Et je ne dis pas que c'est possible pour les enfants d'arriver. Non, parce que je vous ai montré, me semble-t-il, que déjà qualifier pénalement les faits, c'est difficile. Mais on a heureusement dans notre système juridique des règles qui permettent de revenir vers la mémoire. Et je citerai deux choses, parce que je pense que je vais avoir dépassé mon temps, je suis juste dans mon temps, donc je vais le respecter. C'est la première chose qui pourrait être faite par une victime, c'est de dire désolé, mais les faits dont j'ai été victime sont imprescriptibles. Ils sont trop graves pour être prescrits. Mais ça veut dire alors qu'il faut référence à des infractions très graves qui sont le génocide et le crime contre l'humanité. Et dans l'affaire des enfants de la Réunion, on trouve effectivement des volontés d'action en justice de certaines associations pour crime contre l'humanité, pour dire voilà, j'ai visé un crime contre l'humanité et ce ne sera pas prescrit. Mais je vous dis déjà, est-ce que le comportement est une infraction sur le plan du droit commun? Oui, pour les sévices dont je vous ai parlé, pour l'action menée à une époque dans un certain contexte avec des cas très différents, c'est déjà beaucoup plus difficile à qualifier pénalement. Et puis de là à aller à une qualification internationale de crime contre l'humanité, c'est oublier la dimension particulière de ces crimes avec une action très spécifique de persécution volontaire de certaines personnes dans un but vraiment déterminé. Le second moyen, il me semble qu'aujourd'hui c'est ce qui cherche à être fait par les avocats qui intentent certaines actions, c'est de dire il peut y avoir prescription, mais on va demander un recul du point de départ de la prescription, c'est-à-dire qu'il y a des infractions, finalement, elles ne sont pas prescrites parce qu'elles n'ont pas pu commencer à se prescrire. Je ne vais pas faire un cours de droit pénal, mais il y a différents mécanismes qui permettent de reculer le point de départ de la prescription, et c'est d'invoquer par exemple une infraction qui perdure dans le temps, et on va apparaître en ce moment la séquestration. La séquestration, disons que tant que la personne, c'est les disparitions, etc., on va jouer sur une infraction pour essayer de dire ce n'est pas prescrit, donc on peut avoir un procès. Il y a d'autres mécanismes. Aujourd'hui, on voit apparaître, me semble-t-il, et monsieur, vous en avez parlé, le faux et l'usage de faux, qui sont pourtant des infractions spontanées. Donc, à mon avis, vous ne jouez pas sur le recul du point de départ de la prescription, mais vous jouez peut-être sur des choses qui ont été mises en évidence à un temps où il ne serait plus prescrit. Donc, on voit le débat est très riche. Pour un juriste, finalement, je me suis passionnée pour ce sujet, et je conclurai par 3 propositions de réflexion. Voilà, j'aurais pratiquement à quelques minutes près respecté. Tout d'abord, on peut se demander, comme on a un écoulement du temps qui manifeste, on peut se demander si l'écoulement du temps ne modifie pas le but des procès s'ils interviennent très longtemps après. Je crois que juger ou faire une action très longtemps après, est-ce que c'est le même procès? Et certains membres de l'équipe ont montré que l'avantage de ces procès très lointains, s'ils pouvaient intervenir, c'est qu'ils mettaient quand même le témoignage au devant de la scène, ils remettaient le témoignage des victimes au devant de la scène, mais pas dans le but classique de preuve, plutôt dans un but de mémoire, dans un but éducatif. On dit devant le juge ce qui s'est passé, même si on voit bien que cette distance temporelle affaiblit le procès en tant que tel.
Ensuite, c'est la question des réparations, puisqu'on parle d'action de justice, des dommages subis par les victimes. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le domaine dans lequel on travaille, et notamment moi en droit pénal international, montre qu'on est aujourd'hui dans une réflexion qui dépasse la vision classique de la réparation. Je vais faire référence à ce que je vois quand je travaille en justice pénale internationale, par exemple avec la Cour pénale internationale et les juridictions pénales internationalisées, c'est pénal pourtant. Eh bien, on voit apparaître à la place de la réparation individuelle, je ne dis pas, je ne fais pas qu'il y ait des réparations individuelles, mais à la place ou en sus de la réparation individuelle, ce qu'on va appeler des réparations collectives, qui permettent d'appréhender l'événement dans son ensemble. Oui, il s'est passé ça, et tant de personnes ont été victimes. Et ça va nous amener vers d'autres formes de réparation différentes. Par exemple, je prends l'exemple du Cambodge, où l'action en justice s'est passée très très longtemps après. Eh bien, c'est curieux de constater que les victimes n'ont pas demandé une réparation financière, elles ont demandé, je cite, l'octroi d'un jour de commémoration. Elles veulent que ce qui s'est passé soit commémoré. Elles ont demandé l'édification d'un mémoire, et puis la reconnaissance publique des faits, les excuses des responsables, et puis on voit apparaître aussi dans d'autres domaines le fait que les personnes demandent, vous en avez parlé dans la justice restaurative, des actions qui visent à réintégrer les personnes victimes dans leur communauté, parce qu'on l'a montré aussi ce matin, que c'est difficile de plus savoir exactement où on est. Enfin, troisième temps, et j'ai vraiment terminé, la dernière question sur laquelle nous réfléchissons beaucoup dans le projet Memoria, c'est de savoir si les procès, lorsqu'ils interviennent, lorsqu'ils peuvent intervenir malgré tous les obstacles que j'ai évoqués, jouent un rôle, et quel rôle dans la construction de la mémoire. Un procès n'est pas là pour construire la mémoire, pourtant, dans ce genre de dossier, dans ces dossiers, il y a un rôle incontestable, je pense, des procès lorsqu'ils ont lieu dans la construction de cette mémoire. Je vous remercie beaucoup. On va pas prendre un long temps, mais quand même, vous avez une ou deux questions ou remarques. Moi, je souhaiterais poser une question à Madame Joly par rapport à reculer le point de départ de la prescription. Je voulais savoir si un ex-mineur dit de la Creuse qui apprend son histoire, par exemple en 2016, est-ce qu'on se base sur cette période-là ou voilà, est-ce qu'il y a prescription ou pas? Je suis désolée de vous dire que c'est plus compliqué que ça. Tout va dépendre des faits. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus la qualification, l'enjeu c'est comment on qualifie ce qui s'est passé. Plus, en fonction de la qualification, on recule ou on ne recule pas le point de départ de la prescription. C'est pour ça que je disais, par exemple, si on utilise un faux et qu'il y a une infraction qui passe à mon avis, qui est période du procès, mais je pense que pour les mineurs, qui ne sera pas forcément la qualification qui va répondre à ce qu'ils ont subi. Normalement, c'est une infraction qui consomme au moment où on fait le faux, on l'utilise. Et donc, on ne peut pas reporter. En revanche, on a la possibilité pour certaines infractions de reporter le jour où elles sont connues. Mais c'est très compliqué parce qu'on va jouer aussi avec des délais butoirs en disant qu'il faut quand même pouvoir oublier. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un enjeu de qualifier parce que c'est vrai que selon la façon dont on va dire c'est ça ou ça, il peut y avoir une possibilité. Je pense qu'aujourd'hui, vu les délais, ça devient difficile, sauf effectivement, ce qui semblait être dit dans ce que j'ai lu, qu'il y avait des choses qui avaient été mises en évidence dans la commission, notamment faux et usage de faux qui pourraient. Voilà. Mais on ne peut pas répondre, c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des infractions pour lesquelles on accepte de reporter. Alors par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les mineurs, justement. Mais sur le droit commun, c'est-à-dire de dire un mineur, il ne peut jamais révéler tant qu'il est mineur, et puis en plus, souvent il est tellement traumatisé qu'il faut attendre un certain délai. Donc on joue là-dessus. Donc je veux dire qu'effectivement, le droit fait attention à jouer là-dessus, mais il n'y a pas une réponse, voilà, en fonction des faits qu'on va qualifier. Alors moi je voulais réagir
dit une phrase, on a voulu tuer l'Indien dans l'enfance, c'est ça. Et après une étude des Réunionnais de la Creuse, des phénomènes de migration, des stérilisations forcées, des avortements forcés, je pense qu'il faut aussi ajouter ça dans cette équation. Je pense qu'on a voulu tuer le Réunionnais dans l'enfant. Et je reviens sur l'intervention de M. Hugues Fuchiron, c'est ça oui, d'accord, excusez-moi. Et en regardant l'article 7 du statut de Rome, on parle de crime contre l'humanité qui est constitutif d'un crime contre l'humanité, c'est la déportation de population et quand on porte atteinte aux naissances. Hein, quand on parle de stérilisation, et c'est défini dans cet article 7. Je sais que le mot déporté, la question de la déportation d'enfants s'agissant des Réunionnais de la Creuse, on n'a pas encore fait on va dire on n'a pas encore passé le cap, mais en rajoutant en fait dans l'équation, là encore, mais je trouve qu'on l'occulte un petit peu, hein, ce phénomène de tuer le Réunionnais dans l'enfant à travers la stérilisation forcée, les avortements et la déportation d'enfants. D'où cette nécessité de mémoire, de construction. Et j'aimerais bien juste avoir votre point de vue. Je ne sais pas si c'est utopique ou naïf, mais est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra faire un travail de mémoire, mais surtout de réconciliation au regard de ce qui s'est passé? Parce que je pense que vous avez bien précisé que par rapport aux Mauriciens, on avait 3000 pages de rapport. Par rapport aux Réunionnais de la Creuse, on n'en est qu'à 690. Et c'est pour ça que, par rapport à mon intervention de ce matin, je voulais ajouter que en fait, tout était encore à faire. Et voilà, j'aimerais bien avoir votre sentiment justement sur ce contexte global du BUMIDOM, aujourd'hui du CNARD, des stérilisations forcées et de la déportation d'enfants. Et voilà, s'il y a matière à parler de crimes contre l'humanité, ce qui s'est passé pendant ces années-là. Voilà. Quel traité de Rome vous parlez là Celui dont l'article 7 on définit. C'est l'article 8. Oui, non, c'est l'article 8. C'est l'article 8 de la Cour pénale internationale. C'est l'article 8. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire comme ça spontanément, c'est des choses qui me viennent, etc. C'est que crime contre l'humanité, c'est quelque chose de OK. Voilà. Mais dans la Convention des Nations Unies sur le crime de génocide, la prévention et la répression du crime de génocide, nous sommes dans l'année 1948, la veille de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre, donc le 9. Le 9, on adopte au niveau de New York de l'Assemblée générale, donc une convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. Et dans le listing, on met que l'enlèvement des enfants de leur famille est un crime de génocide. Très intéressant. Gros problème pour l'Australie. La pratique des enfants aborigènes enlevés de force des familles. Et puis, on le voit avec Jacqueline, les pensionnats, ce qui se passe en Irlande, etc. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Ce qui me semble, un élément de réflexion, c'est que là, on met vraiment le fait de blanchir les enfants, c'est ça en Australie, c'est une question vraiment qui interroge. Alors, eux, ils répondent, High Court d'Australia, Haute Cour d'Australia, on va dire, oui, mais on n'était pas parti à cette convention. Bon, avec le recul, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, 71 ans plus tard, de cette incrimination internationale du crime de génocide via le retrait obligatoire des enfants? Là, il y a une réflexion à tenir. Peut-on dire que ce qui était à un moment donné pensé au titre d'un traité est devenu une coutume? Une coutume. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les États se sont appropriés cette incrimination comme étant, non pas sur la base d'un traité, parce qu'on ratifie ou on ratifie pas,
mais quelque chose qui engage au titre coutumier. Le droit international, c'est un droit très conservateur, mais il y a des éléments en même temps qui sont intéressants. Si la voie du traité est fermée, est-ce que la coutume est ouverte? Ça, c'est intéressant. Peut-on dire, le travail qu'il faut faire, donc le suivant, que disent les pratiques et les législations nationales sur le retrait obligatoire d'enfants? Où est-ce qu'on en est? Et tout ce qui se passe là, tout ce qui se passe ici, montre qu'on cherche, voilà. Malheureusement, le droit ne donne pas, sur cette question, des éléments de réponse immédiats, très clairs. Il tâtonne. C'est un tâtonnement, c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'il y a des pressions, des contradictions, etc., qu'il faut essayer de dépasser. La question, vous la formulez bien, c'est clair. Est-ce qu'il y a des éléments constitutifs d'un crime contre l'humanité? Voilà. Un collègue tout à l'heure a donné des éléments de réponse sur ça. Est-ce qu'il y a un crime contre l'humanité? Il faut qu'il y ait une politique d'État systématique sur ça. Et là, je ne sais pas si la commission a vraiment interrogé ça, et jusqu'au fond. Est-ce qu'il y a une politique systématique de nuisance, de dol, de persécution? On veut faire mal. Est-ce qu'il y a un plan systématique derrière ce point? Est-ce qu'il y a une intention? C'est pas évident d'arriver à la... c'est encore autre chose que certains l'ont bien vécu, certains l'ont mal vécu, et d'autres ne veulent plus en entendre parler. Ça, c'est à mettre de côté. C'est pas ça. C'est au niveau de la politique de l'État. Est-ce qu'il y a cette intention de dol, de faire mal et systématique? Voilà. Bon. C'est difficile. Et on retombe sur quelles sont les voies, la voie des grandes commissions, la voie des grands procès, et la voie des procès, voilà. La voie aussi populaire, là on fait une appropriation populaire des questions. Je voulais dire, oui, je partageais tout à fait ça, je comprends tout à fait oui, votre propos. Mais c'est ce qu'il y a dit finalement. On a un acte matériel, effectivement, qu'on peut trouver, un enlèvement d'enfance, qu'on appelle les transferts pour ces enfants aussi. Mais c'est surtout ce qui va gouverner cette action, qui va faire qu'on va passer dans une infraction qui est beaucoup plus grave, qui est une infraction internationale de génocide, si on veut exterminer un groupe, et je dirais de crime contre l'humanité, si on veut le persécuter, mais on veut persécuter ce groupe. Voilà. Donc, je crois tout à fait votre approche par rapport à la description du comportement, mais il y a cet aspect très important sur lequel il faut jouer. Merci pour vos interventions. La journée a été bien dense, bien longue, donc je vous propose qu'on passe aux conclusions. Donc, ça me donne l'occasion de remercier à cette occasion Fabrice Pouilleux, qui était vraiment la cheville ouvrière de l'organisation de cette journée, à laquelle il a apporté toute sa rigueur et beaucoup de soin. Donc, merci Fabrice, et nous allons donc écouter maintenant les conclusions. Alors ce sont des conclusions qui sont très brèves. Alors, je vais partir d'une citation tirée du philosophe Ricoeur qui a affirmé dans un ouvrage de 2000 que la mémoire, l'histoire, l'oubli, affirme-t-il, est fréquemment une question difficile à traiter de manière apaisée. Alors moi je me réjouis de cette journée parce que au regard des différentes interventions, des témoignages, notamment des derniers témoignages, il me semble qu'on a pu traiter pendant toute cette journée de manière apaisée la question du déracinement des enfants de l'île de la Réunion. 3 mots-clés qui m'ont inspiré ces conclusions. Comprendre, c'était l'une des ambitions de cette journée. En tant que telle, on s'inscrit, la manifestation d'aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement qui a commencé, j'ai envie de dire, en 2002. À huis clos, il me semble, on l'a très peu évoqué, Philippe vous avez fait une référence, ce matin, le rapport de l'IJAS. Je vais prendre le temps, pas maintenant, mais dans les conclusions écrites, de décrypter davantage, parce qu'il y a énormément d'éléments factuels dans ce rapport. Alors, de manière lapidaire, il y a une conclusion dans
qu'il n'y a pas de bilan négatif de cette transplantation. Mais est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? La question va être de savoir si la transplantation a eu un effet bénéfique. Le cas échéant, pour qui? Donc je pense qu'il y a eu une erreur de regard. Peu importe, il y a un certain nombre d'éléments factuels qui démontrent que les services de l'État ont participé à la transplantation des enfants de l'île de la Réunion sur territoire français. Il y a donc une participation, semble-t-il, effective des services de l'État. Pour revenir sur ce qu'a pu dire Pierre Verdier ou Claude Prudhomme, il apparaît nettement qu'un certain nombre de travailleurs sociaux ont participé, contre leur gré, sans nul doute, à cette transplantation des enfants mineurs de l'île de la Réunion. Pour autant, il me semble qu'il ne faut pas partir de ce fait pour considérer qu'il y a une responsabilité de l'État français. Dans la mesure où, on a discuté hier soir, on a discuté hier soir que beaucoup d'étudiants travailleurs sociaux étaient formés sur le territoire français, arrivaient du jour au lendemain sur le territoire de l'île de la Réunion et se trouvaient dans une situation complètement méconnue. Ils ne connaissaient pas la culture de l'île de la Réunion et ils étaient empreints des codes propres au système français. Donc là aussi, il y a sans doute une erreur qui participe à la méconnaissance des conditions particulières du mode de vie de l'île de la Réunion. Ces éléments viennent conforter l'idée selon laquelle, au regard du rapport de l'IJAS de 2002, on peut estimer qu'il y a une présomption d'incapacité qui a été implicitement introduite, une présomption d'incapacité qui frappait les parents de l'île de la Réunion. Alors, est-ce que c'est un regard de supériorité du territoire métropolitain ou pas? Mais on peut se poser la question. Et c'est la raison pour laquelle l'une des justifications apportées par la France, notamment par Michel Debré, c'est de dire que les enfants ont davantage de chances de s'épanouir sur le territoire métropolitain. Ce qui expliquerait, ce qui peut justifier qu'on a décidé d'enlever un certain nombre d'enfants de leurs parents sur l'île de la Réunion pour les accueillir sur le territoire français, d'autant plus que cette perspective de vase communicant répondait à un besoin d'un certain nombre de départements qui avaient besoin d'un certain nombre de personnes pour cultiver les champs et donc répondre à une attente de manœuvre. Comme on a pu le voir, on va comparer, cette attente on la retrouve dans d'autres situations. Donc ce n'est pas propre à la situation de l'île de la Réunion. Ça ne veut pas dire que ça justifie ce comportement, mais en tout cas on voit qu'il y a systématiquement dans les déplacements cette identité. Par ailleurs, on a pu remarquer que l'état d'esprit de la France était de mettre fin à une vulnérabilité, considérant que les parents sur l'île de la Réunion étaient dans une situation de misère, de pauvreté, et n'étaient pas forcément aptes à élever correctement leurs enfants. Cette inaptitude et donc l'idée de sortir les enfants de la vulnérabilité avec dans l'esprit de leur offrir un cadre plus satisfaisant, en fait, la réalité a démontré qu'on les a sortis de vulnérabilité pour mettre dans une nouvelle vulnérabilité. Les maltraitances, les abus sexuels ont été cités tant par rapport à cette expérience, à cet épisode, que dans le droit comparé. On retrouve les mêmes vulnérabilités dans tous les systèmes. Donc, quand on lit le rapport de l'IJAS de 2002, j'estime qu'il y a, même si c'était à huis clos, il y a déjà une première action qui fait mémoire. C'est à huis clos, donc ce n'est pas suffisant. La résolution de 2014, me semble-t-il, participe à ce chemin, ce cheminement faire mémoire. Aujourd'hui, le rapport des experts de 2018 participe aussi à faire mémoire. Faire mémoire, c'est transmettre, et que les générations qui sont intervenues au cours de cette journée ont déjà intégré. Donc, les nouvelles générations de Réunionnais, me semble-t-il, sont prêts à prendre le relais. Le terme relais a été plusieurs fois énoncé. Donc, il me semble que c'est Philippe, ce matin, vous êtes interrogé sur votre. Voilà. Vous avez fait, en quelque sorte, vous avez baissé les bras en disant pourquoi tout ça. Je pense que pourquoi tout ça, au moins il y a des gens dans la salle qui ont entendu ce qui a été dit aujourd'hui, qui ont lu, même si c'est 698 pages,
voilà, il y a quelques mots qui sont passés. Donc même si c'est tout ça pour ça, il ne faut pas baisser le bras. Donc on a fait mémoire, la manifestation de ce jour participe à cet élan, à cette nécessité de faire mémoire, pour que personne n'oublie. Si le droit peut de temps en temps oublier, par nécessité, pour qu'on puisse se reconstruire, en tout cas le travail d'historien permet de faire mémoire. Et on a, me semble-t-il, tous ensemble participé à cet exercice de mémoire. Ensuite, dans le programme est prévu le mot réparer. On a vu Laurent Sermet comme Elisabeth Duel ont démontré les difficultés. Il est possible, on peut envisager une réparation à titre individuel, à titre collectif. À titre individuel, cela paraît très complexe, même si on peut, en biaisant, on peut arriver à trouver des voies de secours. Il me semble, effectivement, que ce seront des voies très difficiles. Voilà, ce serait mentir, d'un point de vue purement juridique, de dire que vous allez pouvoir un jour obtenir une réparation à titre individuel. En tout cas, rien ne nous empêche de tenter. Au moins les juristes auront de quoi rédiger. Me semble-t-il qu'on n'a pas exploré une autre voie, le mot réparer. De manière implicite, vous l'avez évoqué. Vous, Valérie, vous l'avez évoqué lorsque vous avez parlé de l'identité, la question de l'identité. Vous êtes tous en quête d'identité. Lorsque vous avez été déplacé, on a nié votre identité, on a oublié vos racines, et quand vous avez été accueillis sur le territoire français, vous avez expliqué parfois certaines familles vous obligeaient à ne pas, enfin, vous faisaient des remarques directement sur la manière dont vous parlez, défaut de maîtrise de langue française notamment. Donc ces brimages, etc., démontrent que vous avez été nié dans votre identité. Or, le droit de l'identité, comme vous le savez, est un droit fondamental. C'est l'un des droits qui, me semble-t-il, a été violé. Alors, avec le recul, c'est très facile de dénoncer la violation de ce droit, qui a été violé, comme le droit au respect de la vie privée, le droit à la vie familiale, tant pour vous que pour vos parents qui ont subi cette rupture. Donc là, ce sont sans doute des voies à titre individuel qui vous permettraient, même si je suis dubitatif, qui vous permettraient d'engager des procédures. Tant sur le plan judiciaire que le cas échéant sur le plan administratif, où ça me paraît beaucoup plus délicat, comme a pu le souligner Laurent Sermet. Après, le mot réparer. Je l'avais évoqué, je reviens sur le mot réparer. Pourquoi réparer? Il y a l'approche purement psychologique que vous avez soulevée lors de vos témoignages et qui reste un espace qui, vous semble-t-il, auquel le ministère n'a pas encore répondu, notamment. Et il me semble que là, aujourd'hui, il existe un certain nombre d'outils, notamment un certain nombre de membres de l'ESF, peut vous souffler l'idée de recourir, de vous inspirer de l'esprit de la justice restaurative, même si en droit français c'est propre au système, enfin, dans le cercle de la justice pénale. Je pense que vous pouvez vous inspirer de l'esprit de la justice restaurative, notamment en mettant en place des cercles de parole. Alors certes, aujourd'hui, les protagonistes, les responsables de la protection de l'enfance ne sont plus présents. Mais le cas d'échéance qui partirait aussi d'un questionnement des autorités actuelles de protection de l'enfance du Liban, d'engager une discussion, ce qui permettrait de réparer, et le cas d'échéance aussi de participer à cette reconstruction. Et le cas échéant, la réconciliation. Parce qu'à un moment donné, si chacun reste sur ses positions, il n'y aura aucune possibilité d'apaiser les conflits. Donc, pensez peut-être à cette loi restaurative. Il y a peut-être des personnes ici dans la salle, membres de l'ESF, qui sont prêts à vous accompagner bénévolement sur la construction de ces cercles de parole. Autrement aussi, dans le cadre de la restauration, pour reconstruire, retrouver votre identité, il y a peut-être aussi de vous faire accompagner dans le processus de résilience. Comme l'a rappelé les psychologues de la maison des SF, la résilience, ça ne compte pas comme ça du jour au lendemain. Il faut être accompagné. Donc peut-être il sera nécessaire de demander de l'argent pour pouvoir, le cas échéant, organiser pour les personnes qui le souhaitent ce genre de reconstruction collective, mais il me semble que c'est une voie à explorer. Enfin, dernier aspect, réparer de manière collective.
d'un point de vue du citoyen, il me semble nécessaire qu'à un moment donné, l'État assume ses responsabilités. Il y a peut-être une voie plus simple, c'est que le ministère prenne la décision de présenter un projet de loi. Il y a d'autres situations, je n'ai pas le temps d'aborder ici, où des victimes ont été reconnues par rapport à une situation particulière. Je peux évoquer le cas des victimes d'attentats. C'est pas du tout, on ne peut pas, d'une manière analogique, le transposer, mais c'est là aussi une piste de réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître, et ça fait partie aussi, me semble-t-il, de la reconstruction de notre identité, on reconnaisse en tant que telle victime de cette situation spécifique. C'est une question, alors ça ne peut pas être purement symbolique, et là aussi, dans la continuité de cette perspective, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire que l'État ou son représentant à l'île de la Réunion prenne acte de cette responsabilité, qu'une plaque commémorative soit dans un lieu significatif, pas au fin fond de l'aéroport. Si j'ai bien compris aujourd'hui, c'est au fin fond de l'aéroport, je vais aller louer une voiture pour prendre acte de cet épisode malheureux. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'un jour, le représentant de l'État, en présence des différentes associations, prenne acte de cette responsabilité et vienne apposer une plaque dans un lieu symbolique? Alors certes, c'est peut-être dérangeant aujourd'hui, mais au sein du service de la protection de l'enfance, ce qui permettrait de faire mémoire pour les générations actuelles et à venir. Alors une note d'espoir et une note un peu plus négative. On a invoqué ce colloque est organisé dans le cadre des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Le paradigme a changé. En 1989, la plupart des juristes ont dit avant l'enfant était objet, aujourd'hui il est devenu sujet. Je ne suis pas persuadé que dans les mentalités, ce changement de point de vue ait changé, malheureusement. Je pense qu'on en considère toujours, en tout cas le contentieux des affaires familiales, démontre, et en tout cas la manière dont les juges des affaires familiales, voire certains juges des enfants, abordent la question de la protection de l'enfant, on peut se demander si l'enfant est vraiment, à ce jour, sujet de droit. J'ai quelques doutes. Alors certes, aujourd'hui on ne peut plus dire comme Jean Finance, vous savez, l'inspecteur général qui en 1948 a déclaré, à propos de l'île de la Réunion, la seule solution qui s'impose, ce n'est pas exactement ces termes, mais c'est à peu près ça, la seule solution qui s'impose, c'est l'exportation de la population. Le terme, alors j'insiste bien, c'est en 1948, d'exportation de la population. C'est-à-dire qu'on était bien dans l'idée que les personnes n'étaient pas en tant que telles sujets de droit. Ce sont, quand on parle d'exportation, on fait plutôt référence à l'objet. Et la question que je me pose, et là je redonnerai la main aux historiens, ça peut être une autre occasion de se voir, comment un historien est susceptible d'appréhender la question sujet-objet de droit au regard des différentes périodes. Est-ce que dans le temps passé, voilà, les personnes étaient considérées comme des objets ou comme des sujets, notamment dans le cadre migratoire? Ça, c'est une question pour réouvrir. Alors la note, donc là, c'était la note négative, la Convention internationale des droits de l'enfant, réellement sa portée à l'heure actuelle. La note positive, je vais venir par une anecdote propre à l'UCLI. Quand on est venu dans ces locaux, quand on a déménagé, vous savez que c'est une ancienne prison, et donc un certain nombre de résistants ont été emprisonnés en attendant leur jugement dans cette prison. Figure au lieu du chef une plaque commémorative qui fait mention de cet épisode historique. Or, dans la plaque originelle, il n'y avait pas mention que c'était Vichy qui était responsable de la déportation des résistants qui avaient été emprisonnés ici. C'est seulement lorsque l'UCLI est venu s'implanter ici qu'il y a eu une demande faite auprès de l'État et que le représentant de l'État, un des représentants de l'État, concrètement le préfet, est venu avec les autorités de l'UCLI apposer une nouvelle plaque. Alors, au-delà de cette anecdote, c'est pour dire qu'à tout moment, en fait, il est possible d'affirmer la vérité. Vous voyez, ce sont des anciens combattants qui avaient sollicité à différentes entreprises la mairie, qui n'avaient pas été entendus par la mairie, et qui ont été entendus par nos propriétaires, c'est-à-dire l'association de l'UCLI, et c'est l'UCLI qui a décidé de faire valoir la vérité historique.
Donc j'ai envie de dire, gardez espoir, et il me semble-t-il que la seule voie, c'est de continuer vos combats, et le cas échéant de faire aboutir à un projet de loi qui reconnaisse la responsabilité de l'État. Je vous remercie, et j'invite tous ceux qui souhaitent en veulent encore faire part de leur témoignage à venir dans la salle du CAP.